Bonjour à toutes et à tous. Technique de l'ingénieur vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré à la réindustrialisation en France d'un point de vue énergétique mais aussi géopolitique et dans le contexte actuel. Il est animé par Anaïs Voigilis, directrice associée de June Partners. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment grâce au module de chat à droite de votre écran. Notre intervenante y répondra lors de la session questions-réponses en dernière partie de ce webinaire. Ce webinaire sera disponible en replay sur le site technique de l'ingénieur après coup. Quel est votre profil? Donc, je vais le lancer tout de suite et vous laisser quelques minutes pour y répondre. C'est à vous. Quel secteur ou profil vous correspond le mieux? Donc, c'est surtout 70% en recherche et développement. Ensuite, en deuxième position, on a la production, 27%. On a 7% d'étudiants et 5% dans la supply chain. Voilà, donc Anaïs Voigilis, je vous laisse la parole. Je vous laisse interpréter les résultats du sondage et puis vous pourrez enchaîner avec votre présentation sur la réindustrialisation. Merci Anaïs Voigilis, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation de Technique de l'ingénieur à faire une présentation aujourd'hui sur les enjeux de la réindustrialisation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de participants originaires plutôt des départements recherche et développement, donc j'espère que la présentation répondra à leurs attentes. Peut-être qu'elle ne sera pas assez moins axée R&D que vision plus générale sur la question de l'industrie. Mais on aura sûrement l'occasion de creuser un certain nombre de sujets avec les questions à la fin de cette présentation. Donc là, essayer de faire une présentation assez rapide de manière à laisser un temps assez important aux questions-réponses. Donc l'enjeu, c'est de revenir un peu rapidement sur pourquoi la France s'est désindustrialisée et puis ensuite voir l'intérêt de réindustrialiser et peut-être les leviers de réindustrialisation, tout en parlant du contexte un peu particulier qui est lié à la crise énergétique, mais aussi à la volonté de nombreux États de renforcer leur base industrielle, voire pour certains de se réindustrialiser. Peut-être un premier élément sur un constat de ce qu'est la désindustrialisation, qui est plus marqué en France que dans d'autres pays. La France est un des pays les plus désindustrialisés d'Europe. La part de l'industrie manufacturière dans le produit intérieur brut est passée de 30% dans les années 50 à 10% aujourd'hui, en sachant que derrière ce 10%, vous pouvez avoir des chiffres un peu différents. Le 10,5%, c'est le chiffre qu'on trouve sur les bases de données de l'OCDE. Mais si vous regardez par exemple les bases de données de la Banque mondiale, le poids de l'industrie manufacturière dans le PIB est aux alentours de 9,2% pour l'année 2021. Ce léger décalage qui existe est lié au périmètre pris en compte en fonction du classement Citi. La Banque mondiale ne prend pas exactement le même périmètre que l'OCDE, et de la même manière, si vous regardez les bases de données OCDE et Banque mondiale sur ce qu'ils appellent l'industrie, pas uniquement la partie fabrication, on va avoir un décalage où pour l'OCDE, la partie industrie, c'est 13% du PIB, et pour la Banque mondiale, c'est 16% parce que c'est la même chose. Le périmètre dans la classification internationale Citi retenue n'est pas exactement le même. Qui dit évolution du poids de l'industrie dans le PIB, dit aussi une évolution du nombre d'emplois dans l'industrie manufacturière. On est passé de 5,4 millions d'emplois en 1974 à 2,8 millions actuellement, en équivalent temps plein. Alors, l'évolution de l'industrie dans le PIB et dans l'emploi, elle est liée à la fois à des phénomènes de délocalisation et de fermeture d'activités industrielles en France, mais elle est aussi liée à deux autres phénomènes. Le premier, c'est les gains de productivité qui ont induit leur remplacement. Alors, une baisse, les gains de productivité ont aussi été liés avec tous les phénomènes d'automatisation et de robotisation. On a substitué
la part main-d'œuvre par une part en capital. Et la deuxième chose, c'est l'externalisation de certaines activités. C'est-à-dire que au cours de ces 30 dernières années, les entreprises se sont recentrées sur leurs activités dites cœur de métier, au détriment parfois de certaines activités. Et donc, par exemple, des activités de maintenance, de nettoyage, de gardiennage qui étaient autrefois comptabilisées dans les effectifs d'entreprises industrielles ont été confiées à d'autres entreprises qui sont considérées dans le service, qui répondent aussi à d'autres conventions collectives. La désindustrialisation, elle a aussi accentué des déséquilibres territoriaux, avec des territoires qui ont été plus touchés que d'autres en raison à la fois de leur spécialisation industrielle, mais aussi du poids de l'industrie dans leur produit intérieur brut à eux, et un déséquilibre de la balance commerciale. La France est aujourd'hui le pays avec la balance commerciale la plus déficitaire de la zone euro, même d'Europe. Et si on retraite la question de l'énergie, on reste quand même avec une balance commerciale largement déficitaire dans de nombreux secteurs, et même dans des secteurs qui ont l'air en apparence excédentaires. Si je prends l'exemple de l'agriculture, on a aujourd'hui une balance commerciale des produits agroalimentaires qui est positive, mais cela est dû à la vente de vins et spiritueux qui permet de garder une balance commerciale positive, alors que dans de nombreux autres secteurs, on importe et on est dépendant des importations, notamment dans des biens clés comme le blé dur. Et aujourd'hui, on est en train de voir depuis 2017 un renouveau de l'industrie, avec le fait qu'on recrée de l'emploi industriel et on ouvre plus de sites industriels qu'on en ferme, ce qui est une dynamique qui s'accentue, alors qui a connu des difficultés en 2020. Donc, si on regarde le solde des emplois sur la période 2017 2022, on ne va pas forcément être sur un solde positif en raison de l'année 2020, mais en 2018, 2019, 2021 et 2022, on a créé plus d'emplois industriels qu'on en a détruits, et on a eu la même dynamique sur les sites industriels. Ce qui est positif, mais cette réindustrialisation, elle ne se joue pas dans les mêmes territoires que là où on a connu la désindustrialisation. C'est ce que montre la carte en bas à gauche, où on voit qu'on crée majoritairement des emplois industriels dans l'ouest de la France, qui est tiré par l'aéronautique, le spatial, le naval et l'agroalimentaire, et l'Est de la France qui reste encore touché qui est encore fortement dépendant de l'industrie automobile, et donc les phénomènes de conversion du moteur thermique au moteur électrique qui induisent des difficultés chez un certain nombre de sous-traitants de rang 2 et de rang 3, eh bien, conduisent à avoir des phénomènes de destruction d'emplois. Et ce n'est pas que lié au secteur de l'automobile, mais il joue un rôle. Donc, sur pourquoi on s'est désindustrialisé, il y a beaucoup de débats. Est-ce que c'est en raison de facteurs macroéconomiques tels que le coût du travail, notre fiscalité, ou est-ce qu'il y a une responsabilité des acteurs? Et je pense qu'on a un jeu des deux, c'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus cru à l'industrie en France. En tout cas, on ne s'est pas dit que l'industrie était clé pour notre développement économique. Et donc, on a misé sur d'autres secteurs, d'autres activités. Et donc, on n'a pas forcément pris les mesures qui étaient nécessaires au soutien de notre base industrielle. Et donc, il y a autant une responsabilité que peut-être de facteurs macroéconomiques, mais qui sont la résultante de choix d'acteurs, aussi bien publics que privés, parce qu'il y a aussi les stratégies d'entreprise d'aller se localiser dans d'autres pays qu'en France pour des questions de marché, pour des questions réglementaires, pour des questions fiscales. Maintenant, si j'en viens à ce qui nous intéresse réellement actuellement, c'est-à-dire la réindustrialisation, est-ce qu'on peut réindustrialiser comment? Mais avant tout, c'est de se demander qu'est-ce que la réindustrialisation, parce qu'on en pose souvent réindustrialisation et relocalisation, alors que les deux mots finalement ne devraient pas être en opposition. La réindustrialisation, c'est le fait de redévelopper des activités industrielles dans des territoires qui ont connu au préalable une désindustrialisation, ou tout simplement redévelopper une activité industrielle sur un territoire désindustrialisé qui peut être de nature différente de l'activité historique. C'est-à-dire, on n'essaye pas de refaire à l'identique, on est vraiment dans l'idée de recréer une base industrielle, quelle qu'elle soit. Et relocaliser, on peut avoir une définition stricte qui va être le retour sur le territoire d'origine d'activités qui ont été au préalable délocalisées.
Et finalement, aujourd'hui, dans la dynamique de réindustrialisation, on va s'intéresser à des phénomènes de relocalisation, c'est-à-dire faire revenir des activités qui ont été délocalisées parce qu'on va estimer qu'elles sont, par exemple, stratégiques pour l'indépendance d'un pays. Donc, c'est toutes les discussions qu'il y a autour des principes actifs dans le domaine pharmaceutique, les discussions qu'il y a eu autour des masques, mais qui peuvent aussi concerner des domaines tels que les semi-conducteurs, comme on le voit avec les débats au sein de l'Union européenne et de la Commission européenne sur faut-il renforcer notre capacité à produire des semi-conducteurs en Europe et faut-il s'engager dans la lutte, dans la réduction de la taille des semi-conducteurs pour être compétitif face à des TSMC ou d'autres grands acteurs. Donc, dans cette réflexion sur la réindustrialisation, on a ce bloc relocalisation, mais on a aussi le bloc localisation, c'est-à-dire des activités qui se développent. Comment on fait en sorte que toutes les industries qui peuvent émerger viennent se positionner en France plutôt qu'à l'étranger et notamment en Asie. Et il y a le troisième pilier qui est le fait de maintenir le tissu industriel existant, voire de le renforcer. Et le renforcer, ça va passer par souvent une augmentation des carnets de commandes qui peut venir soit du fait qu'on rapatrie des volumes qui étaient faits à l'étranger sur le territoire français, soit d'une massification de la demande venant du territoire. Et enfin, dans réindustrialisation, relocalisation, on pose souvent une question qui est comment est-ce que ça contribue à renforcer la souveraineté? Et la souveraineté, c'est la qualité d'un État de n'être obligé de déterminer que par sa propre volonté dans les principes du droit. Et donc, on essaye finalement, à travers la réindustrialisation, la relocalisation, de venir se questionner sur cette notion de souveraineté, qu'est-ce qu'être souverain et comment est-ce que par la réindustrialisation, la relocalisation, on peut renforcer la souveraineté de la France. Alors, en France, on parle de souveraineté. Quand vous regardez les débats à l'échelon européen, vous allez plutôt entendre parler d'autonomie stratégique, puisque la souveraineté européenne, d'un point de vue juridique, n'existe pas. On a des souverainetés nationales et les États souverains ont confié certaines de leurs attributs de souverain à une entité supranationale qu'est l'Union européenne, mais ils restent bien les souverains d'un point de vue juridique parce qu'ils ont la capacité de récupérer à tout moment, finalement, ces compétences qu'ils ont déléguées. Alors, à tout moment, bien entendu, c'est complexe, on l'a vu dans le cas du Brexit, mais ce n'est pas l'Union européenne qui est souveraine, ça reste bien les États membres, et donc on parle d'autonomie stratégique. Si je passe à la slide suivante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a ce consensus autour de la réindustrialisation. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de réindustrialiser. Il n'y a pas un politique aujourd'hui qui ne dit pas qu'il faut réindustrialiser. Néanmoins, au-delà de cette question de réindustrialisation, on se rend compte qu'il n'y a pas il y a une absence de vision commune sur les détails à mettre en œuvre, des détails entre guillemets, avec de nombreux débats à trancher. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas de vision commune sur ce qu'est un actif stratégique. Alors on parle d'actifs stratégiques à relocaliser en priorité. Pourtant, on n'a pas arrêté de définition commune sur ce qu'est un actif stratégique et donc sur une liste d'actifs stratégiques qui serait à rapatrier sur le territoire en priorité. On n'a pas de vision commune sur le comment on procède et qu'est-ce qu'on réindustrialise, qu'est-ce qu'on relocalise. Et le quoi est finalement assez important parce que derrière le quoi viennent se poser des questions de vision de société. Si vous regardez les rapports qui ont été rendus, par exemple par l'ADEME ou RTE, avec différents scénarios, on se rend compte que derrière chaque scénario, il y a des visions de projets de société qui sont radicalement différentes. Notamment si vous prenez dans le cadre de l'ADEME les deux extrêmes, la génération frugale et le pari réparateur, vous vous rendez bien compte que les choix et les orientations de société, les choix industriels, le dimensionnement des sites, les choix d'activités, ne vont pas du tout être les mêmes. Et donc, c'est une question vraiment importante à poser parce que derrière, c'est des questions qui vont se poser sur l'acceptabilité de certaines activités industrielles. Et de la même manière, d'ailleurs, derrière
réindustrialiser, on veut bien réindustrialiser, mais on n'est pas encore très à l'aise avec le risque que ça peut comprendre, les questions environnementales que ça pose. Et donc, le fait bien qu'on va être obligé aussi à un moment de revivre avec un risque qui sera toujours mieux maîtrisé en Europe qu'ailleurs, mais que pour soutenir nos choix de consommation, il faut être capable de prendre le risque qui est associé avec. On a des débats autour de l'échelle à laquelle doit se dérouler cette réindustrialisation. Est-ce que c'est une échelle locale, régionale? Est-ce que c'est des feuilles de route des régions? Est-ce que c'est l'échelle nationale ou est-ce que c'est l'échelle européenne? On a des débats autour des objectifs à atteindre. Aujourd'hui, on n'a pas d'objectif clairement arrêté sur les objectifs qu'on poursuit. Est-ce qu'on veut créer des emplois industriels? Et en quel nombre? Est-ce qu'on veut augmenter le poids de l'industrie dans le PIB, mais quel horizon on se fixe? Si on part de 10%, est-ce qu'on va atteindre 12%, 13%, 15%? Avec quel horizon, avec quel effort et quelle feuille de route derrière? Et puis, des questions qu'il faut traiter autour de la profondeur des transformations à conduire. C'est-à-dire quand on dit, par exemple, sortir de la dépendance aux énergies fossiles, qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels? C'est-à-dire on pense énergie fossile comme énergie pour se déplacer. Or, il y a beaucoup de dérivés de la production de carburant qui revient dans la production chimique, dans le textile. Et donc, de fait, si on évolue sur ces productions, ça aura un impact sur les autres industries et comment on les traite. Et ça a aussi un impact en termes social. Comment est-ce qu'on accompagne ces grandes mutations? Comment on les anticipe? De la même manière que les grandes évolutions technologiques, comme on le connaît aujourd'hui dans le secteur de l'automobile, c'est-à-dire le passage du moteur thermique au moteur électrique, commence à avoir des conséquences assez lourdes sur certains territoires et sur certains sous-traitants. On le voit notamment dans le cas des fonderies. Et donc, on a besoin d'anticiper un petit peu ces feuilles de route pour pouvoir accompagner au mieux ces grandes transitions. Si j'avance dans les motivations à la réindustrialisation, elles ne vont pas être exactement les mêmes selon le point de vue que vous allez adopter. Pourquoi réindustrialiser du point de vue des pouvoirs publics ou des citoyens n'est pas exactement le même que du point de vue d'une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne va pas intégrer dans ses réflexions des questions de responsabilité environnementale, de son rôle à l'égard du territoire, des questions de souveraineté, qu'elle ne va pas y avoir une sensibilité, mais elle va aussi rajouter une couche de logique économique derrière, dont s'astreignent parfois ne s'astreignent pas forcément les pouvoirs publics. D'un point de vue sociétal, finalement, il y a 4 enjeux autour de la réindustrialisation. C'est réduire notre dépendance à d'autres nations. Donc, ça va passer par la capacité à produire plus de produits intermédiaires et de produits finis sur le territoire français. Mais c'est aussi une capacité à penser de manière globale les chaînes de valeur. Qu'est-ce qui se passe en amont, qu'est-ce qui se passe en aval, comment je le pilote? Parce que c'est bien beau finalement d'avoir des activités d'assemblage sur le territoire français. Si nous ne sommes pas capables de maîtriser les approvisionnements, nous n'aurons qu'une dépendance illusoire. C'est vraiment sur cette vision globale qu'il faut construire et sur la totalité de la chaîne de valeur qu'il faut essayer de réduire les dépendances. Et ça peut passer par la création de codépendances avec d'autres nations pour avoir des rapports de force équilibrés. Le deuxième enjeu, c'est renforcer la cohésion sociale et territoriale. Donc, on considère que l'industrie, elle a un effet d'entraînement assez fort sur l'implantation dans les territoires en termes de création d'emplois directs. Donc, c'est les emplois créés directement par une entreprise. Capacité de créer des emplois indirects, donc c'est avec tous les sous-traitants et les fournisseurs de cette entreprise, et les emplois induits. On considère les emplois induits des emplois directs, c'est-à-dire qu'est-ce que la consommation liée à ces emplois directs permet de créer comme emploi induit sur le territoire. Donc, ça va être dans les commerces, les services publics, etc. Et puis, on a les emplois induits de l'indirect. Aujourd'hui, en général, quand on regarde les données INSEE, on considère qu'un emploi direct dans l'industrie génère 2 à 3 emplois indirects et 4 emplois induits environ. On va faire avec un collègue un travail plus fin pour voir quels sont vraiment les emplois indirects générés par l'industrie, pour voir si ces chiffres sont toujours vrais ou si est-ce qu'on peut les discuter, puisque ça a aussi un intérêt pour les pouvoirs publics en termes d'investissement d'aide, de voir quels sont les emplois réellement générés
quand on implante une activité. Et puis, on peut avoir des effets différenciés en fonction de ce que fait l'entreprise, de son secteur, comment elle fait contribuer le territoire. Est-ce qu'elle s'approvisionne vraiment localement ou est-ce qu'elle fait venir finalement ses approvisionnements de l'autre bout du monde? Et au final, eh bien, son impact en termes indirects sur le territoire autour d'elle ou national va être plus faible. Le troisième enjeu, c'est de préserver l'environnement en réduisant l'empreinte carbone. Alors, c'est assez contre-intuitif. On se dit, mais plus on va réindustrialiser, plus finalement on va augmenter le bilan environnemental de la France. Et en fait, au regard du mix énergétique français, qui est globalement moins carboné qu'ailleurs, eh bien, on devrait pouvoir mieux maîtriser notre trajectoire carbone, notamment en réduisant les émissions importées. Et surtout en n'étant pas dépendant de la trajectoire, en étant moins dépendant plutôt de la trajectoire carbone d'autres pays. Néanmoins, ça va poser beaucoup d'autres questions en termes de préservation de la biodiversité, d'évolution des produits, puisque on raisonne beaucoup quand on parle d'environnement autour de la question du CO2 ou plus largement des gaz à effet de serre. Mais il y a plein d'autres questions environnementales qui se posent, et pas qu'à l'industrie. C'est comment on gère les ressources en eau, comment on réduit la pollution microplastique, comment on gère la question de l'acidification des océans, etc. Et donc, toutes ces questions, on doit encore se les poser d'un point de vue, dans la société de manière large, mais aussi et en particulier dans l'industrie. Donc, ça va poser plein de questions sur le choix des matières, comment est-ce qu'on allonge la durée de vie des produits, comment est-ce qu'on travaille sur le recyclage, etc. Et la quatrième motivation à la réindustrialisation, c'est finalement la question du rééquilibrage de la balance commerciale, puisque plus on va produire sur le territoire, au moins à destination de notre consommation, moins on va importer et donc on va mécaniquement, normalement, réduire notre déficit commercial. Ensuite, d'un point de vue d'entreprise, je crois que les raisons de réindustrialiser, elles sont relativement différentes. On va regarder trois choses. C'est est-ce qu'en relocalisant ou en produisant sur le territoire français, je vais mieux maîtriser mes coûts directs et indirects. Donc, c'est tous les coûts de production en Asie qui peuvent aujourd'hui être moins attractifs en raison de l'augmentation des salaires, mais aussi un certain nombre de coûts cachés. Ça va poser dans un certain nombre de cas la question des économies d'échelle, notamment parce que les fournisseurs français sont aujourd'hui pas forcément capables de produire en grande série. C'est aussi une réponse à la question du besoin en fonds de roulement. Est-ce que le fait de réindustrialiser ou en tout cas de produire plus près des lieux de consommation permet de réduire le besoin en fonds de roulement? C'est-à-dire techniquement, eh bien, on aura moins de stock, donc un besoin en fonds de roulement moins conséquent. La deuxième motivation, ça peut être la maîtrise des délais de production et des délais de livraison. On a un certain nombre de clients qui sont habitués aux standards d'Amazon, entre guillemets, c'est-à-dire le fait, finalement, un clic d'être livré très rapidement partout en France ou en Europe. Et donc, eh bien, le rapprochement entre lieu de production et lieu de consommation permet normalement d'avoir cette rapidité améliorée. Et puis, on a aussi une tendance de consommation qui émerge vers un souhait de personnalisation des produits. La deuxième chose dans la maîtrise de la production, c'est que le pilotage de fournisseurs à l'étranger peut être complexe, notamment dans une stratégie de sécurisation des approvisionnements, qui a des sujets de qualité, et puis il y a des questions de propriété intellectuelle, des appréciations différentes d'un pays à l'autre. Enfin, il y a une évolution de la stratégie de l'entreprise et son positionnement qui peut induire une volonté de mieux valoriser la marque France, une conviction que produire en France a du sens, notamment pour la question de la responsabilité de l'entreprise, la volonté d'intégrer la question environnementale et donc tous ces choix, toutes ces questions environnementales, de responsabilité sociale aussi, qui commencent à être intégrées dans les réflexions stratégiques
des entreprises, dans le questionnement de leur modèle économique, et donc qui peuvent favoriser le rapatriement de certaines productions en France, d'autant quand on veut rentrer dans des logiques d'économie circulaire. L'économie circulaire, elle s'inscrit normalement dans un schéma productif local. C'est difficile de faire une économie circulaire avec du sens si on le fait en envoyant par exemple le traitement et la valorisation de ces déchets à l'autre bout du monde, alors qu'il y a peut-être des circuits courts à faire localement. Et donc les déchets des uns peuvent devenir des produits pour d'autres. Dans les motivations à la réindustrialisation, on a une question autour de la relocalisation qui peuvent prendre différentes formes. C'est-à-dire que relocaliser n'est pas forcément rapatrier une unité de production en France. Elle va passer soit par des entreprises qui vont décider de se doter d'un outil de production propre et elles vont le localiser en France, alors que ces entreprises produisaient avant à l'étranger, mais pas dans des sites propres. Elles faisaient sous-traiter leur production. C'est notamment le cas d'une entreprise qui s'appelle le Matelas 365, qui faisait ces matelas en Espagne et qui a décidé de réinvestir dans une usine en France et de se doter donc d'un outil de production. Et donc ça change un peu les logiques aussi des entreprises, c'est-à-dire qu'on passe finalement d'une activité où on n'avait pas la production à gérer, donc on n'était pas vraiment un industriel, à une logique industrielle, puisqu'on doit gérer des équipes de production, des sites de production, des flux de matière qui vont être beaucoup plus importants. Donc ça, c'est des logiques qui changent un petit peu. On a des entreprises qui s'approvisionnaient à l'étranger, soit entreprises qui achètent des produits à l'étranger, qui les revendent, soit des entreprises qui ont une activité de production en France, mais qui s'approvisionnent majoritairement à l'étranger et qui décident de retravailler sur leur logique d'achat pour s'approvisionner en France. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment clé parce que si toutes les entreprises font évoluer leur stratégie d'achat au profit de producteurs français, eh bien, c'est là qu'on va vraiment réenclencher une dynamique puisqu'on va alimenter toutes les chaînes de valeur avec une demande et donc des carnets de commandes qui vont augmenter et qui créent des phénomènes de confiance. Et puis après, on a des entreprises qui produisaient jusque-là à l'étranger dans leurs usines propres et qui font le choix de rapatrier toute ou partie de leur production en France dans des sites existants ou dans des nouveaux sites. C'est par exemple le cas de Sequence dont on a beaucoup parlé pendant la crise et dont on continue à parler. Sequence, c'était un groupe français qui vient d'être racheté par une entreprise, un groupe, un fonds américain, je crois. En tout cas, je ne sais plus si c'est un fonds ou une entreprise, mais de nationalité américaine. Sequence qui fait du paracétamol en France et qui a rapatrié des volumes produits dans des usines à l'étranger, mais des usines Sequence dans ces usines françaises, notamment ces usines lyonnaises. Donc, il faut que j'accélère un petit peu. Dans les enjeux autour pour l'industrie, si je viens vraiment dans les sites existants et dans cette volonté d'augmenter la part de production en France, il y a 4 enjeux. 3 enjeux qui sont connus et finalement assez basiques, entre guillemets. Un 4e enjeu que moi j'amène, qui a un côté un peu plus naïf, mais qui me semble vraiment clé pour la question de l'acceptabilité des usines. Les 3 enjeux connus, c'est la modernisation. Avec la désindustrialisation, on a sous-investi dans les outils de production. Et donc, on a une moyenne d'âge du parc machine français qui est plus élevé qu'en Allemagne ou en Italie. Et donc, on doit réinvestir finalement pour réduire cette dette technique, entre guillemets. On a un enjeu de décarbonation qui est connu de tous, mais qui est assez colossal en termes d'investissement, surtout chez les entreprises électro-intensives. Et puis, avec une conversion des parcs machines, on en a beaucoup qui ont recours au gaz. Par exemple, si vous regardez dans les industries laitières, les tours de séchage de lait fonctionnent souvent au gaz. Donc, il faut aller électrifier ces parcs machines. L'investissement est conséquent et doit aller de pair avec l'investissement de la modernisation. Et puis, à la numérisation, c'est-à-dire comment est-ce que le numérique rentre dans l'industrie pour répondre aussi à l'évolution de l'attente des clients, répondre à des enjeux de productivité, de compétitivité. Et le dernier enjeu, c'est ce que j'appelle s'intégrer. S'intégrer, c'est comment est-ce que l'industrie qui, pour des raisons réglementaires et d'autres, est venue se positionner d'abord en périphérie des villes et puis en périphérie de la France et en périphérie de l'Europe, comment l'usine revient à la fois un marqueur de l'identité d'un territoire, mais un marqueur dont on
dont on est fier, pas un marqueur finalement de relégation ou un emblème de la France moche, et comment l'industrie redevient un élément clé dans le projet de cité, dans la société. Et là, il y a un vrai travail à faire, à la fois sur la manière dont on conçoit les sites et comment est-ce que l'industrie se réouvre à la société après s'être repliée sur elle avec les phénomènes de désindustrialisation. Les leviers d'action, ils sont nombreux pour espérer réindustrialiser. Alors, il y a déjà tout le questionnement autour du modèle économique. Il y a des réflexions autour d'avoir des produits qui vont être nativement réparables et recyclables, ce qui sous-entend de penser aussi derrière des chaînes pour assurer la réparation des produits ou la récupération en fin de vie pour les recycler et les réinjecter dans le secteur. Donc ça passe quand même par la manière dont on conçoit le produit. Il y a un autre élément qui est clé, c'est le fait de repenser les produits, c'est-à-dire dans toutes les entreprises qui ont relocalisé, elles sont passées par des étapes de design to cost, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à produire le même produit en apparence extérieure et en fonctionnalité que ce que je faisais à l'étranger, mais au même coût. C'est le même produit d'apparence, mais qu'est-ce que je peux améliorer ou réduire en termes de fonctionnalité ou d'étapes d'assemblage ou de choix de matière pour rester à un coût similaire à ce qui se passe à l'étranger. Et tous ceux qui relocalisent se posent ces questions. En général, même si on a un produit qui d'apparence est le même, les étapes de fabrication et l'intérieur du produit peut être légèrement différent. Et donc, on va avoir toutes les réflexions sur comment est-ce que je réduis le nombre de composants, comment je réduis le nombre d'étapes de production et d'assemblage, comment je travaille sur mes process industriels pour éventuellement les avoir plus automatisés que ce que je faisais dans le pays où je produisais au préalable. Travailler sur les matières. Travailler sur les matières, c'est aussi quelque chose qui va être clé dans des questions environnementales. Et donc, c'est aussi des réflexions sur la surqualité. J'ai un exemple, une entreprise avec laquelle on a travaillé sur il y avait des réflexions, donc ils travaillent avec du bois et ils vont avoir différentes qualités de bois. Ils vont avoir jusqu'à 12 gammes de qualité, par exemple pour le chêne, alors que la destination du produit, qui est dans le domaine du mortuaire, et l'attente finale du client n'est pas forcément d'avoir 12 gammes de produits différentes, de qualités différentes, mais d'avoir peut-être un service plus personnalisé. Donc, c'est chasser cette surqualité avec une meilleure connaissance du client. Et parfois, l'attente du client n'est pas forcément là où on la met. Donc, c'est un travail sur cette connaissance du client qui peut être aussi amélioré avec les outils informatiques. Il y a tout le travail sur les politiques d'approvisionnement, les enjeux autour de l'optimisation des lignes de production. Donc, on a l'automatisation, on a la robotisation. La France, aujourd'hui, a un niveau de robotisation plus faible qu'en Allemagne ou en Italie. Bien entendu, ça va varier d'un secteur à l'autre et même si vous regardez une grande entreprise du CAC 40, vous prenez 3 sites, par exemple, de PSA, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes niveaux d'automatisation en fonction de l'année de construction du site, des phases d'investissement, etc. Il y a toutes les briques technologiques de l'industrie 4.0 qui permettent aussi de venir chercher des gains de productivité, d'améliorer les performances de la production, la data, qui est un enjeu clé pour maîtriser les paramètres influents de production, et bien d'autres sujets. Alors, vous êtes beaucoup en R&D, donc je n'ose pas trop parler du sujet, mais il y a bien entendu l'enjeu autour de l'innovation. On raisonne finalement, on voit hein, dans les dépenses de R&D, l'objectif que s'est fixé l'Union européenne à travers sa stratégie de Lisbonne, c'était 3% de dépenses du PIB dans la recherche et le développement. En France, on est aux alentours de 2%, donc on est moins performant que par exemple les pays du nord de l'Europe, alors qu'en France, on a le crédit impôt recherche qui devrait justement encourager les dépenses dans la recherche et le développement, mais également dans les différentes formes d'innovation. C'est-à-dire que il y a aussi d'autres leviers pour se différencier qui ne passent pas forcément par des dépenses de R&D lourdes. Et enfin, il y a le sujet de l'écosystème, comment on apprend à coopérer avec ses pairs sur la mutualisation de moyens industriels, du co-investissement dans des sites industriels qui peut favoriser des mouvements de relocalisation, puisque on peut y trouver
de meilleurs équilibres industriels quand on est à deux, travaille sur les stratégies de recrutement. Tous les industriels aujourd'hui sont confrontés à des problèmes de recrutement. Pourtant, des stratégies communes sur du recrutement sont très peu mises en œuvre. Même remarque sur les achats. Un exemple, on a une industrie qui se redéveloppe en France, qui est l'industrie du vélo, alors qui passe aujourd'hui beaucoup par une activité d'assemblage, parce que l'assemblage est permis grâce à une mesure anti-dumping prise par la Commission européenne, et donc qui fait qu'aujourd'hui, il y a une très forte taxe pour les vélos assemblés qui arrivent sur le territoire européen. Donc cette taxe anti-dumping, elle favorise l'assemblage du vélo en France, mais on fait venir des composants du monde entier. Et il y a eu une question qui a touché tous les constructeurs de vélos électriques en France, c'était l'approvisionnement en batterie, notamment à cause de la crise des semi-conducteurs. Il y en a beaucoup qui se retrouvaient en pénurie de batterie, donc ils ne pouvaient pas sortir les produits des usines. Peu importe où vous alliez en France, vous aviez cette thématique de l'approvisionnement en batterie. Et dans certaines régions, vous avez plusieurs constructeurs de vélos. Pourtant, vous n'aviez pas de stratégie de mutualisation des achats parce qu'il n'y a pas de communication et on se voit en tant que concurrent. Mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux avoir des vélos qui sortent d'usine parce qu'on s'est associé avec ses concurrents français, ou ne pas sortir les produits d'usine française, mais voir arriver sur le marché français des produits qui vont venir du Portugal ou d'Allemagne. Et cette mutualisation d'achat, elle est d'autant plus importante que finalement, quand vous êtes un petit acteur français, vous n'avez pas de poids face à des mastodontes mondiaux, mais que si vous êtes plusieurs à travailler ensemble, eh bien, vous allez déjà avoir un rapport de force qui va être un petit peu meilleur. Il y a toutes les logiques autour des startups. Comment est-ce que les startups peuvent finalement à la fois profiter de l'expérience des industriels, mais également apporter peut-être leur agilité et aussi la réponse à certaines thématiques clairement identifiées par les acteurs industriels. Il y a tout le lien avec le monde économique et puis académique, pardon. Et enfin, il y a un dernier lien, c'est comment est-ce que les financeurs viennent aussi jouer leur rôle dans la réindustrialisation. Alors, on a tout le bloc, comment est-ce qu'on vient financer les startups industrielles, mais aussi comment on vient financer des industries qui sont parfois sur des domaines où la croissance en termes de chiffre d'affaires n'est pas délirante, mais qui ont des vrais besoins de financement à la fois pour se moderniser et pour décarboner. Et donc, comment elles ont le soutien de l'écosystème du financement bancaire, fonds d'investissement et public. Enfin, je voudrais terminer avec deux choses. La première, c'est qu'il est urgent d'avoir une approche systémique. La question systémique, elle se pose à la fois à l'échelle d'une entreprise. Je pense que vous avez tous été confrontés à des cas d'entreprise qui fonctionnent de manière silotée, avec la production qui parle peu avec le commerce, donc le commerce qui vend des choses que la production ne sait pas forcément traiter, ce qui crée du mécontentement au sein de l'entreprise, mais aussi avec les clients. C'est la capacité à avoir cette vision globale des chaînes de valeur, les comprendre en amont et en aval, en identifiant les points critiques et les points non clés à maîtriser sur le territoire, en intégrant aussi des réflexions sur la gestion de la fin de vie des produits, comment est-ce que je les recycle, comment est-ce que je les répare. Donc dans la question recyclage, c'est conception du produit et puis derrière avoir les modes opératoires industriels qui vont permettre d'assurer le recyclage. C'est intégrer la question climatique au-delà de la seule usine, c'est bien avoir une réflexion sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. En général, les émissions les plus fortes de carbone, elles ne se produisent pas sur le site industriel, mais bien sur ce qui se passe en amont et en aval. C'est la construction des logiques territoriales. La dernière slide, elle va être un peu moins positive d'une certaine manière, puisque aujourd'hui, on veut réindustrialiser et on est vraiment dans une dynamique positive malgré la crise énergétique. Et on a un certain nombre de risques à ne pas sous-estimer. C'est la question des cyberattaques qui peuvent aujourd'hui mettre en péril des usines. Il y a des usines qui se retrouvent régulièrement à l'arrêt et qui peuvent aller jusqu'à un risque de liquidation en raison de perte de données de production clés, de perte de chiffre d'affaires, etc. Il y a un risque de désintermédiation pour les industriels avec la montée en puissance d'acteurs qui ne sont pas
des acteurs traditionnels de l'industrie, qui viennent du monde du numérique et qui viennent s'insérer dans des champs purement industriels, tels que le véhicule autonome, par exemple. Et donc, ils pourraient demain maîtriser le lien avec les clients et prendre les industriels pour faire la construction du hard, mais ne pas leur donner de place sur l'aspect soft et donc qu'il n'ait pas le lien avec le client final. On a une concurrence mondiale pour la réindustrialisation et avec un risque à terme d'avoir de la surproduction dans certains domaines, typiquement les semi-conducteurs. Les États-Unis veulent investir dans la production sur leur territoire, avoir des fonderies sur leur territoire. L'Europe veut faire la même chose, la Chine veut faire la même chose, et donc on peut avoir une surchauffe mondiale. Après avoir un moment passer par un moment où on avait une pénurie et bien se retrouver avec des surcapacités de production et donc et bien des fermetures et des réorganisations de la production dans les années à venir. On a un prix de l'énergie aujourd'hui en France et des fluctuations qui sont quand même de nature à anéantir les efforts de réindustrialisation et qui se passe dans un moment particulier où la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pousse un certain nombre d'industriels américains à vouloir relocaliser des productions aux États-Unis et où on a des aides massives dans ce pays, des aides à la relocalisation et puis des aides qui flèchent la demande vers des productions nationales et une montée d'un nationalisme des ressources, c'est-à-dire eh bien, finalement certains pays comme l'Indonésie qui se disent on a des ressources sur notre territoire, exploitons-les en faisant venir les étapes aval sur notre territoire. Et ça a été la réflexion de la Chine qui s'est dit on maîtrise les approvisionnements en ressources naturelles, en matières premières cliniques, et on remonte petit à petit les chaînes de valeur. Ils l'ont fait dans le domaine de l'automobile avec le bloc batterie, ils l'ont fait dans le domaine des énergies renouvelables, et donc ça en fait de redoutables concurrents pour nos industries, et ça nous oblige à penser les stratégies des entreprises en intégrant tous ces facteurs géopolitiques et de penser nos stratégies de réindustrialisation en termes de politique publique en intégrant également ces stratégies. Malgré ce constat qui peut être un peu difficile, on a un effort pour réindustrialiser qui va être réellement conséquent, coûteux, mais on a quelque chose que je constate par rapport à ce qui se passait il y a pas si longtemps, hein, je dirais 2012-2014, c'est qu'on a une envie réelle d'innover, de créer, de produire en France, et ce qui laisse espérer que la réindustrialisation va vraiment s'engager, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment, où on ne se posait même pas la question. Aujourd'hui, on se pose la question de la pertinence de produire en France, de venir reproduire en France. Avant, on avait quand même beaucoup d'acteurs qui ne se posaient même plus la question de savoir s'il était pertinent de produire en France, qui écartaient directement la France de leur réflexion. Donc finalement, ça va être difficile. Il faut tenir la barre, mais on est dans un contexte où les planètes sont alignées. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Anaïs Voigilis pour votre présentation. Je reprends la parole pour transmettre à présent vos questions. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir posé vos nombreuses questions. Alors une première impression qui tourne beaucoup autour de l'énergie de la part de cet auditeur. La réindustrialisation sera-t-elle possible avec nos coûts très élevés de l'énergie induisant la construction de nouveaux EPR? Et il ajoute que ces coûts sont artificiellement élevés en raison du système de calcul du kilowattheure absurde imposé par l'UE. C'est une bonne, c'est une très bonne question. Enfin, c'est même une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a raccroché le marché le marché de l'électricité au marché du gaz, qui est quelque chose qui, à mon avis, inepte et dont il faut se défaire. Et la situation est préoccupante. C'est-à-dire que dans un contexte où l'énergie est chère en Europe et où on a en face des pays qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour favoriser la localisation de production sur leur territoire, le risque, c'est finalement que nos grands industriels, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, etc., aillent localiser les unités de production dans ces pays comme les États-Unis ou en Asie et ensuite rapatrient les productions sur le territoire européen, d'autant que on essaye de se prémunir de ça, de certains mécanismes d'évitement de nos logiques environnementales avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, dont je n'ai pas parlé, mais qui aujourd'hui n'est pas
construit de manière à favoriser finalement la réindustrialisation, mais pourrait plutôt laisser craindre une nouvelle vague de désindustrialisation. Donc, on a une situation préoccupante sur l'énergie. On a des Allemands qui mettent beaucoup d'argent sur la table pour soutenir leur tissu productif, ce que nous ne faisons pas. Donc, il y a des réponses urgentes à faire. Alors, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours auprès à Bercy, des discussions à l'échelle européenne. Donc, on espère que ça pourra aboutir, mais c'est vrai que c'est un risque en fait de casser nos efforts. Et quand on sait qu'on met 54 milliards d'euros sur la table avec France 2030, on se dit que si on n'est pas capable de réagir face à cette crise énergétique, autant ne pas mettre 54 milliards sur la table parce que ça va être de l'argent public perdu. Très bien, merci. Une autre question, alors qui porte sur le début de votre présentation, sur les cartes présentées par la désindustrialisation. Est-ce que la tech est comptée? Est-ce que tous les métiers liés aux nouvelles technologies sont comptés en industrie ou en service? Alors, en principe, ça dépend s'ils ont une activité de production ou pas. S'il n'y a pas d'activité de production, ils vont être comptés comme les services. Typiquement, c'est vraiment, il faudrait regarder, il faudrait prendre des exemples au cas par cas, mais en principe, s'il n'y a pas d'activité de production, elles vont être comptées dans les services. D'accord, merci. Ensuite, on a une autre question. Depuis le Covid, avez-vous des chiffres sur la réindustrialisation pour éviter la rupture de réapprovisionnement? L'auditeur ajoute qu'il voit que les réductions des coûts qui sont pris en compte, même pour des domaines comme la sécurité, ont fait développer des algorithmes en Inde ou en Europe de l'Est car c'est moins cher. Alors, moi, j'ai pas regardé ces chiffres-là. J'ai les chiffres sur l'emploi manufacturier. On voit bien la progression. Et c'est un point qui est assez justement souligné, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de métiers. Finalement, on avait une opposition entre, si je le dis de manière synthétique, entre col blanc et col bleu. On se disait finalement les métiers de l'industrie, on va les laisser partir parce que on avait cette réflexion, vous saviez, sur la courbe en sourire. On se disait on va se concentrer sur les tâches en amont et en aval parce qu'elles sont plus fortement créatrices de valeur. Donc déjà, on a un peu sous-estimé la stratégie que pouvaient avoir les autres États et leur volonté de ne pas rester que des pays producteurs. Et l'autre chose qu'on est en train de voir, c'est que, et qui prête à accélérer avec le Covid, mais on voit des logiques de retour au travail quand même dans un certain nombre de retours au travail, c'est pas le bon terme. En fait, on pouvait craindre qu'avec la généralisation du télétravail et l'ouverture de postes à 100% en télétravail, que finalement on ait un phénomène de délocalisation, de se dire que si on a un poste qui peut être assuré par quelqu'un en télétravail à 100%, on peut très bien le prendre en Inde ou en Asie que dans un pays où les salaires vont être plus élevés. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi un certain nombre d'entreprises qui disent aujourd'hui, le télétravail, c'est bien, mais on a quand même besoin que les gens reviennent au bureau et pas au travail. Dans le télétravail, on travaille, je ne veux pas qu'il y ait de mésentente sur mon propos. Et donc, l'effet va peut-être pas être aussi important ce qu'on pouvait craindre. Mais c'est un risque. Enfin, aujourd'hui, on peut... En fait, avec la production, on a laissé partir beaucoup d'autres choses qu'on explique par le coût du travail, mais aussi par les stratégies d'entreprise. D'accord, merci. Alors, autre question, quelle confiance peut-on avoir en l'Union européenne concernant une réindustrialisation garantissant la souveraineté? L'auditeur ajoute qu'il y a observe un lobbying intense au niveau des comités d'experts en charge de normes. Il cite comme exemple le cas de l'EFRAG, taxonomie des produits écologiquement vertueux dont on exclut le nucléaire, voire l'acier, construction de sous-marins. Oui, le nucléaire est considéré comme une énergie de transition au même titre que le gaz, qui est un peu paradoxal quand on regarde le bilan carbone par kilowattheure de l'un et de l'autre, mais bon. Ouais, mais je pense que un des problèmes justement dans ces instances de régulation, c'est que la France est très peu présente. Quand on regarde les entreprises les acteurs qui sont présents dans les instances de régulation européenne ou internationale, ou les instances de normalisation, la France fait défaut par rapport aux autres pays. On n'est pas du tout, on n'a pas du tout
une présence et une attaque aussi forte que les autres. D'accord, merci. Alors, quid de la gestion des savoirs et des compétences humaines pour accompagner cette renaissance? C'est une très très bonne question. On sait qu'aujourd'hui, la réindustrialisation, il y a un point faible qui est la disponibilité des compétences. Premièrement, parce que dans un certain nombre de domaines, on a arrêté de former, donc on a des pénuries de personnes pour assurer ces postes, qu'on a des savoir-faire qu'on a perdus. Et donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose, une personne avant posait une question sur le nucléaire, on le voit aussi dans le nucléaire, c'est-à-dire qu'on a perdu un certain nombre de compétences et de savoir-faire. Et donc, c'est un des points critiques pour espérer la réindustrialisation, c'est comment est-ce qu'on arrive à reformer des gens dans ces secteurs, et aussi comment est-ce qu'on redonne envie d'aller travailler dans ces secteurs. C'est-à-dire qu'après avoir été pour certains secteurs pendant 30 ou 40 ans des emblèmes de la désindustrialisation, de la relégation sociale, comment est-ce qu'on redonne envie d'aller travailler dans ces secteurs, des secteurs qui ont, enfin, on a des familles qui ont été marquées par les phénomènes de désindustrialisation, et donc qui ne voient pas dans des secteurs comme le textile ou l'automobile des secteurs d'avenir. Et donc, on a tout un travail à reconstruire sur l'image de l'industrie, sur les carrières qu'on peut y faire, sans être naïf, ou sans, c'est pas le bon mensonge, mais il ne faut pas non plus dire que tout est beau, tout est parfait. Dans l'industrie, il y a des métiers durs, mais comme il y a des métiers durs dans le service, il y a des métiers pénibles. Il y a un certain nombre de difficultés. Il n'y a pas que ça, mais ça existe aussi. Et je pense qu'il ne faut pas le nier. Il faut pas être dans l'industrie, maintenant tout est beau, tout est rose, c'est plus Zola, on l'entend. Je ne suis pas sûre que ce soit rendre service à l'industrie que d'essayer parfois d'enjoliver la réalité. Merci. Encore d'autres questions. Les infrastructures régaliennes sont-elles prêtes et au niveau pour être un atout et accompagner ces retours? Alors, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par infrastructure régalienne. Est-ce qu'on entend en termes pouvoir public, ou en termes vraiment infrastructure, réseau et autres? Je ne sais pas si on peut avoir la précision. Alors, je n'ai pas de alors oui, on peut peut-être passer à une autre question du coup. Concernant la numérisation, la fabrication est distribuée dans de plus petits. Ah oui, est-ce qu'il faut fabriquer dans de plus petites unités industrielles? C'est une question qui, en fait, quand on voit dans les unités, dans les activités où on a relocalisé, on a tendance à avoir des unités de production plus petites, plus compactes et plus automatisées. Maintenant, ce ne sera pas forcément toujours le cas. On va quand même avoir des usines qui vont avoir une empreinte territoriale qui va être importante. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un degré d'automatisation élevé, mais si on regarde tout ce qui se passe dans les gigafactories, on est sur des empreintes au sol qui vont être assez conséquentes. Et en parallèle de ça, on voit aussi de plus petites unités qui peuvent s'implanter un peu partout, plus automatisées. Mais derrière se posent des questions d'économie d'échelle, et aussi des questions de modèle industriel, de taille de marché qu'on veut servir, etc. D'accord, merci. Alors ensuite, donc vous parliez dans l'un des slides d'économie circulaire, de produits réparables et recyclables. Si cela est louable et responsable, comment concilie-t-on cela avec la recherche sans cesse de la croissance depuis des années? Est-ce qu'il ne faut pas accepter, assumer une certaine décroissance? Eh bien, la question est pertinente. Moi, je n'ai pas la réponse sur croissance-décroissance, parce que je ne suis pas économiste, donc j'ai pas la capacité à faire une modélisation là-dessus. Immanquablement, quand on commence à venir parler de réduction des volumes produits, etc., on vient déjà taper dans un des principes de base de l'industrie, qui est massifier la production pour abaisser les coûts unitaires de production. Donc, on va
si on touche ça, on va forcément avoir un impact sur les prix des produits. Alors certains considèrent qu'un des leviers pour créer de la valeur, c'est tous les services associés autour des produits, l'économie de la fonctionnalité, mais sur lesquels tous les acteurs ne vont pas pouvoir se positionner. Donc immanquablement, on va avoir des questions qui vont se poser sur ce qu'on produit, comment. Et là où je trouve que la question, elle se pose aussi en termes de projet de société, c'est que vraiment, en fait, on a besoin d'avoir un débat démocratique sur cette orientation qu'on prend. Naturellement, oui, il y a un sujet de consommer moins, donc de réduire les volumes produits, donc d'avoir moins de croissance, mais il faut qu'on ait vraiment, on pose vraiment ce débat parce qu'on a une orientation de société derrière à prendre. C'est pour ça que je dis que les choses, elles ne sont pas tranchées, qu'on a des désaccords. C'est-à-dire que je pense que si vous prenez la vision d'un Jean-Luc Mélenchon, d'un Emmanuel Macron, d'une Valérie Pécresse ou d'une Marine Le Pen sur cette réindustrialisation et ce que ça veut dire en termes de volume produit et de ce qu'on produit sur le territoire français, on n'aura pas les mêmes réponses. Et vous avez les mêmes clivages dans la société, c'est-à-dire la profondeur de la transformation pour lutter contre le réchauffement climatique, elle est finalement assez mal appréhendée pour beaucoup de citoyens. Donc, j'ai conscience que je fais une réponse de Normand parce que je ne tranche pas sur croissance ou décroissance, mais parce que je crois vraiment qu'il est important de poser la question d'un point de vue démocratique. D'accord, merci. Alors, je reviens à la question sur les infrastructures régaliennes. Notre auditeur voulait dire les réseaux d'énergie, les routes, les ports, mais aussi tout ce qui concerne la vie quotidienne des potentiels salariés, écoles, activités extra-professionnelles. Donc, est-ce que ces infrastructures que je viens de citer sont-elles prêtes au niveau pour être un atout et pour accompagner ces retours? Alors, il y a des choses qui sont un atout. On a quand même des infrastructures routières de qualité. On a des formations de haut niveau. Après, on a tout un débat aujourd'hui sur le niveau de formation en mathématiques et la place allouée aux mathématiques dans les programmes de formation qui est insuffisante. Donc ça, c'est un problème qui a été identifié. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, on ait apporté la réponse. Et ensuite, on a une question à poser autour des infrastructures numériques, l'accès à une connexion de haut débit, etc., qui est nécessaire quand on commence à parler d'industrie 4.0, etc., de vouloir implanter des usines partout. Ça, c'est clé. Mais on a aujourd'hui, en termes d'infrastructures, des choses qui restent relativement satisfaisantes. Bien entendu, on peut toujours améliorer, mais on est sur un niveau plutôt mieux que d'autres de nos voisins européens. D'accord, merci. Alors, on a une question sur le parc machine pneuma électrique dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est une voie de modernisation, décarbonation? Pneuma électrique, je dois avouer que ça sort de mon champ de compétences. Mais en tout cas, alors si je reviens juste sur l'électrification, c'est en effet un des leviers de décarbonation. Alors, c'est peut-être un segment spécifique que, pour ma part, je prie de m'excuser, mais je ne connais pas. Mais l'électrification est un levier de décarbonation à la condition derrière d'avoir une production d'énergie, d'électricité bas carbone, parce que si on produit de l'électricité ou si on importe de l'électricité faite avec du charbon, on résout pas, à partir de charbon, on résout pas réellement le problème. Donc, c'est avoir derrière une énergie bas carbone, disponible et peu chère, parce que sans ça, on peut électrifier, mais on va perdre notre équilibre économique et donc de toute manière, ça n'induira pas des solutions rentables. Et il faut avoir une production d'énergie qui va forcément augmenter, puisque si on parle d'électrifier les procédés, on parle aussi d'électrifier les usages et donc on va mécaniquement augmenter nos consommations d'énergie. D'accord. On a dû parler à un moment donné, il a dû être question d'aluminium. Est-ce que vous pouvez nous parler de la provenance de l'aluminium éventuellement? Peut-être que ça vient est-ce que c'est européen, français ou autre? On produit de l'aluminium en France, bien entendu. On en fait à Dunkerque et à Saint-Jean-de-Maurienne. On a 2 usines. On a peut-être c'est les 2 grosses usines les plus connues.
On a d'autres acteurs de l'aluminium en France, et après, on importe de l'aluminium du reste du monde, c'est-à-dire qu'on n'est pas autonome en termes de production d'aluminium sur le territoire français. Et après, dans l'aluminium, en fait, il y a un autre sujet qui se pose, c'est que vous avez votre production d'aluminium, mais pour avoir votre production d'aluminium, vous devez avoir du bauxite. Donc, le bauxite est extrait principalement en Congo, et le bauxite est transformé en alumine, et c'est l'alumine qui permet de faire l'aluminium. Aujourd'hui, la principale production d'alumine en Europe, elle est en Irlande, dans une usine qui appartient à Rusal, qui est un groupe russe. Donc, on n'a pas une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Au-delà de la capacité à produire de l'aluminium en France, il faudrait qu'on retravaille sur les approvisionnements en bauxite, qui sont aujourd'hui principalement détenus par des entreprises russes et chinoises, si je ne m'abuse, et la production d'alumine qu'on devrait pouvoir faire avec une entreprise européenne. Et voilà. Et aujourd'hui, Rusal continue à produire, à ma connaissance, en Irlande. Et il y a une autre petite production d'alumine, je crois, en Italie, mais qui n'est pas aussi importante que celle de Rusal. Et après, on en importe d'Ukraine aussi et de Russie. D'accord, merci. D'accord, oui, merci. Quelqu'un nous dit que dans l'ordre, sobriété et efficacité énergétique, puis les ENR, donc gaz vert, ne pourront pas être oubliés. Tous les usages industriels ne peuvent pas être électrifiés, selon cet auditeur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela, Anaïs Voigilis? Alors après, là, ce sont des questions très précises. Je ne suis pas forcément compétente pour répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, on ne sait en effet pas électrifier c'est pas tous les procédés qui auraient besoin d'être électrifiés. On n'a pas forcément, la capacité technique à le faire, et 2, la capacité financière à le faire. Et donc, on a encore, dans un certain nombre d'industries, des procédés qui fonctionnent à partir du gaz et qu'on ne sait pas passer à l'électrique. Donc, oui, je reprends la remarque de cet auditeur. Très bien. On a une autre, en fait, c'est plus une observation, enfin quelqu'un qui nous raconte l'histoire de Sequence, je ne sais pas comment se prononce le nom de cette industrie, de cette entreprise. Donc Sequence projette de fabriquer du paracétamol sur le site du Roussillon, anciennement produit par RP, puis Rhodia sur ce même site. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Anaïs Voigilis. Oui, bien sûr. Donc Sequence ne produira que la dernière étape de la synthèse et dépendra toujours de la Chine pour l'amont. Cette nouvelle usine, d'ailleurs, ne débarquera pas avant 2025-2026, conclut cet auditeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Alors, c'est tout à fait vrai, mais il me semble que Sequence produit déjà du paracétamol sur une de ses usines lyonnaises. Alors, je connais le site de Roussillon, qui était en effet un site qui a fermé. Et bien entendu, le problème de la production de principes actifs reste un problème effectif. Je vais juste vérifier s'ils font bien du paracétamol en France. Mais dans mon souvenir, ils avaient à vérifier. Donc éventuellement, si je peux laisser mon email à cette personne pour rééchanger avec elle ou à d'autres, s'il y a des questions en complément. Un auditeur répond donc à cette histoire de Séquence où il dit non, c'est de la fabrication d'aspirine, c'est pas du paracétamol. Ah oui, aspirine, autant pour moi. Très bien. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on peut conclure. Je vous remercie, Anaïs Voigilis, pour votre intervention, pour votre présentation très complète. Et merci à tous les auditeurs de nous d'avoir alimenté le débat d'après votre présentation. Merci à tous donc pour votre attention et votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Pour votre invitation encore. C'était avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.